directeur général de la police nationale, nommé au terme du décret 053 du 6 février 2020, a été installé ce matin dans ses nouvelles fonctions. Les attachés de presse convoqués par le ministre de la Communication et rencontre de Ricard Crash. À cette rencontre, le ministre a rappelé ses collaborateurs, leurs attributions et les invite à jouer leur rôle. Décédé le 1er février dernier, les obsèques de feu Sogeni Boniface se sont déroulées ce matin. Quelques membres du bureau politique national de MPS sont allés lui rendre un dernier hommage. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Nommé au terme du décret 053 du 6 février 2020, le nouveau directeur général de la police nationale, Amadou Soumamatitno, a été installé ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et de la sécurité, Mamata Balisala. Amanisa Kassina. Les hommes passent, mais les institutions restent. Une maxime qui s'illustre parfaitement avec la cérémonie de passation des services à la tête de la police nationale. Une institution qui a désormais un nouveau chef en la personne de Ahmad Youssouf Mohamed Itno, un général de division de l'armée nationale tchadienne. À son arrivée pour la circonstance, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, est accueilli par Hissène Doudou Hamid, désormais directeur général sortant de la police nationale. Comme à l'accoutumée, le directeur général sortant de la police nationale a présenté de manière succincte le bilan de son séjour à la tête de cette institution sécuritaire. L'on note le démantèlement de plusieurs réseaux malsains ainsi que des innovations remarquables enregistrées en ce qui concerne le renforcement des capacités professionnelles du personnel de la police nationale. Toutefois, Hissène Doudou Hamid exhorte l'ensemble du personnel de la police nationale à collaborer avec son successeur qui loue ici ses qualités. Occasion toute indiquée pour le ministre en charge de la défense nationale et de la sécurité de procéder officiellement à l'installation du 34e directeur général de la police nationale. Dans son message, le ministre Abbali est revenu largement sur les réformes entreprises au sein de la police nationale. Pour lui, même si le directeur général sortant à qui il a rendu un hommage mérité aurait entrepris un certain nombre de points inscrits dans ces réformes, beaucoup d'efforts restent à fournir, surtout au sein de la brigade de circulation routière qui, selon le propre terme du ministre, a tout simplement failli. Monsieur le directeur général entrant, si nous insistons sur les réformes, c'est parce que nous avons juré de servir le peuple avec loyauté et suivant les orientations du chef de l'État. Il est de votre responsabilité de vous inscrire sur cette même directive, devait marteler Mohamed Abbali Salah. Le général de corps d'armée a également insisté sur la collaboration entre le service de justice et la police nationale de manière à fructifier des liens pour mieux corriger les citoyens en conflit avec la loi. Tout en félicitant son prédécesseur, le nouveau directeur général de la police nationale, le général de division Ahmad Youssouf Mohamed Itno, exhorte ses collaborateurs à veiller à la sécurité de la population et de leurs biens, à l'observation des lois et règlements, car, selon lui, la République exige de tout un chacun un sacrifice et un travail bien fait. Cette cérémonie de passation de service est sanctionnée par la signature du procès verbal entre les deux directeurs généraux entrants et sortants de la police sous le regard attentif du ministre Mohamed Abbali Salah. Mohamed Abbali Salah a interpellé le nouveau directeur sur les initiatives entreprises par son prédécesseur et a eu une franche collaboration pour relever les défis qui s'imposent. Suivi. La poursuite de la mise en œuvre des réformes entreprises dans le secteur de la sécurité des personnes et des biens restera un credo pour nous pour l'instauration de l'autorité de l'État, la sécurisation de nos concitoyens et de leurs biens, j'en passe. Monsieur le général de division Ahmad, directeur entrant, vous prenez donc le commandement d'un outil de sécurité. Pleine mutation dans un contexte où des mercenaires et autres terroristes transfrontaliers, sans foi ni loi, affûtent leur dispositif pour mettre
à mal la quiétude des paisibles citoyens pour des guerres asymétriques. Pour cela, vous avez à votre disposition des hommes et des femmes responsables, intègres, justes, dotés de ressources conséquentes pour vous permettre de mener à bien votre mission. Vous aurez donc de toute votre autorité, votre énergie et votre savoir-faire pour faire marcher cette machine de sécurité et de l'ordre public. Par ailleurs, des actions entreprises en cette nouvelle année, en ce qui concerne la réglementation des services et maintien de l'ordre et de la circulation routière de notre capitale, doivent être constantes, permanentes et visibles. Monsieur le DG, entrant, j'insiste et j'insisterai toujours, tant que nous ne voyons pas de changement dans la ville de N'Djamena, surtout sur nos engins, sur le type de nos engins, sur les réglementations de leurs papiers, on peut trouver un bon résultat par les hommes, le choix des hommes. Je répète et je dis, c'est le choix des hommes qui nous manque. C'est une mission certes pertinente et complexe, mais comptant sur votre expérience, je suis convaincu que vous serez à la hauteur et mon soutien ne vous fera pas défaut. Le ministre de la Communication, Maria Hyssen, a convoqué ce matin les attachés de presse pour un recadrage. À cette rencontre de recadrage et d'échange, le ministre a rappelé à ses collaborateurs leur attribution et les invite à jouer leur rôle. Recadrer les attachés de presse des différents départements ministériels afin qu'ils jouent leur rôle, leur vrai rôle conformément au cahier des charges défini par le décret 173. C'est cet impératif qui a motivé cette rencontre convoquée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maria Hyssen, entouré pour la circonstance de son staff et des directeurs généraux des médias publics qui sont l'ONAMA et l'Agence tchadienne de presse et d'édition. Face aux attachés de presse, le chef du département a sans détour relevé les manquements constatés, rappelé ceux-ci à l'ordre et surtout fait un recadrage à cette première rencontre qui a duré plus de 2 heures. Le président de la République a pensé qu'il faut avoir au niveau de chaque ministère un attaché de presse pour plus de visibilité et de lisibilité des activités du gouvernement. Donc le travail ne va pas se limiter seulement aux organes de presse comme l'ONAMA et l'Agence tchadienne de presse et par extension les journaux privés. Donc nous avons estimé pour plus de visibilité doter les ministères des attachés de presse et donc malheureusement après leur nomination on a constaté que les choses ne bougent pas trop. Les plaintes que j'ai reçues au niveau de mes collègues me paraissent légitimes pour la simple raison que ce que j'ai constaté au cours de cette rencontre me réconforte et m'a donné la possibilité d'expliquer, de redéfinir un peu ces missions qui sont des missions qui permettent ces attachés de presse d'accompagner la politique du gouvernement et de rendre visibles les activités du ministre. Conscient des difficultés que ses collaborateurs éprouvent, Maria Hyssen appelle ceux-ci à mettre en musique la politique du chef de l'État par des actions concrètes et cohérentes. Quelques remarques ont été faites au niveau de ces attachés de presse, comme quoi ils ne doivent ni être des garçons de course, ni être des gens qui sont casés dans le garage, mais ils ont une mission très importante, une mission salvatrice, cette mission qui leur permet de porter plus loin et plus haut la politique de leur ministère. La population, le public de manière générale nous attend. Il y a la politique du chef de l'État qui est dite, mais nous devons, nous, au-delà de cette impulsion de la politique du chef de l'État, implémentée par des actions concrètes, par des activités qu'on doit mener. Après ces recadrages et échanges, les attachés de presse marquent leur adhésion aux orientations du ministre de la Communication. Il est tout à fait normal qu'un père recadre ses enfants et maintenant les enfants vont suivre les instructions. Il faut que l'image de notre institution et la réputation de l'institution que nous représentons soient appréciées, aimées. Et enfin, que nous puissions adhérer tous à la vision du chef de l'État.
qui a mis des hommes à la place qu'il faut. Ça, respectons et adorons. Les attachés de presse ont pour mission de rendre visibles et lisibles les activités de leurs ministères respectifs, de jouer le rôle d'interface entre le ministère et les médias et de gérer l'agenda de leurs ministres, pour ne citer que ces attributions. Le ministère de la Santé publique organise depuis ce matin à l'hôpital général de référence nationale un atelier de renforcement de capacité sur la prise en charge de l'hépatite. C'est à l'intention de médecins et laborantins venus de 13 provinces du pays. Dame de Joël-Né. Le combat sans merci contre les hépatites virales lancé par le ministère de la Santé publique avec l'appui du programme du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est tributaire du dépistage massif de la population. Et comme tel, après N'Djamena, le renforcement des capacités du personnel médical et paramédical des provinces du pays pour la prise en charge des hépatites s'avère une nécessité. L'objectif de cette réunion, c'est de vous donner d'abord quelle est la situation épidémiologique des hépatites virales au Tchad et dans le monde. Quelle est la stratégie mondiale, c'est-à-dire prônée par l'OMS pour l'élimination des hépatites virales d'ici 2030? Et quelles sont les stratégies de dépistage? Il y a trop de tests faux positifs, donc des tests qui circulent, qui ne sont pas homologués par l'OMS. Nous, ici, on utilise avec l'appui égyptien des tests qui sont très bien homologués par l'OMS, des tests performants de 3e génération. À l'issue de cette formation, des vastes campagnes de dépistage volontaire des hépatites seront initiées dans les 13 provinces retenues. S'en suivront également la prise en charge et le traitement des personnes porteuses de ces virus qui constituent, selon l'Organisation mondiale de la santé, un problème de santé publique international. En marge de la célébration de la 17e édition de la journée internationale tolérance zéro à l'égard de mutilation génitale féminine, le ministère de la Femme et ses partenaires ont organisé un atelier sur les causes, conséquences et les solutions de mutilation sur toutes ses formes. Mohamed Mouksal. La mutilation génitale féminine est un réel problème de société et son impact influe négativement sur la santé physique et reproductive de la femme. Conséquence directe de l'excision, du mariage précoce, de la violence sexuelle faite sur les filles. Il faut des actions fortes pour éradiquer ces pratiques néfastes qui mettent en danger la vie d'un nombre important de la gente féminine. Raison pour laquelle les agents du ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance, ceux de l'UNICEF et de l'UNFP échangent sur les stratégies à mener pour lutter contre toute forme de mutilation génitale féminine. Pour ces assises, l'on se focalise beaucoup plus sur les provinces du Guéra, du Mandoul, du Ouaddaï, de la Tandjilé et la ville de N'Djamena, considérées comme les plus touchées par ces fléaux. Et c'est là, en marge de la 17e édition de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard de mutilation génitale féminine. Cet atelier d'échange constitue donc un préalable à d'autres séries d'activités pour une mobilisation commune et une information efficace de la population pour une prise de conscience des conséquences de ces pratiques. Les participants à ces assises consacrent 2 jours pour mener des réflexions plus approfondies sur les causes et conséquences de mutilation génitale et pour apporter des solutions efficaces contre ces pratiques néfastes. L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, Abdoulatif Arroja, a visité ce matin la Bibliothèque nationale. C'est dans le souci de remettre quelques ouvrages à la dite bibliothèque. On fait le point avec Apolline Kani. Ces ouvrages viennent d'être réceptionnés par le directeur et le coordonnateur général de la Bibliothèque nationale. Selon Dr Dingamadi Arnaud, cette modeste contribution est un nouveau témoignage de l'engagement de l'ambassadeur du Royaume du Maroc à accompagner la Bibliothèque nationale dans ses efforts pour amener les jeunes à aimer la lecture. Il s'agit d'un don qui revêt une grande valeur symbolique. Nous pensons que ce don marque l'intention de l'ambassade du Maroc d'être à nos côtés pour contribuer avec nous et avec les autres partenaires au renflouement du fonds documentaire de la Bibliothèque nationale. Le président de l'association des lauréats et amis du Maroc, Ibrahim Moussa Youssouf, auteur du livre intitulé Guide de l'entrepreneuriat du Tchad, a profité de l'occasion pour dédicacer son ouvrage à la Bibliothèque nationale. Les jeunes doivent s'orienter vers le secteur privé qui présente énormément d'opportunités de création
des valeurs afin de contribuer à la croissance économique pour rendre l'économie tchadienne plus compétitive. L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad relève que sa visite constitue un travail en amont, voire avec la Bibliothèque nationale les perspectives d'avenir. J'ai exprimé la disponibilité du Royaume du Maroc à accompagner le Tchad dans ce domaine, le ministère de la Culture et du Développement touristique et de l'artisanat, ainsi que la bibliothèque et toutes les autres institutions. Abdelatif Aroudja de poursuivre que son pays compte pérenniser ses partenariats. Dossier de la rédaction entrepreneuriat milieu jeune se poursuit. Ce soir, notre reporter a fait le tour dans les différentes organisations télécom, restaurants, conseils. Autant de secteurs sont aujourd'hui pris d'assaut par le jeune qui décide de prendre en main leur destin. Dossier signé Kanga Chamilima. Hamid Kayar du Tchad Innovation, Abdel Salam et Ronel de Wenak Labs de Télécom, Ashwak Abaka de la restauration et Elvis Roaz du réseau des jeunes pour le développement. 4 jeunes avec 4 compétences mais un seul dénominateur, l'entrepreneuriat. De fil en aiguille, le temps leur a donné raison sur leur ambition. Entreprendre en 2020, plus qu'un rêve, c'est une réalité. Tchad Innovation est né en 2017. J'étais enseignant à l'université comme vacataire et que je me suis rendu compte que les meilleurs de mes étudiants se retrouvent à la fin de leurs études sans emploi ou bien ils viennent auprès de moi pour les appuyer pour les stages ou pour les intégrer quelque part. Au départ, je me suis dit qu'il faut créer une agence de placement, donc faire un lien, placer les gens quelque part. Mais je me suis dit plus que ça. Il faut que nous-mêmes, on essaie de trouver des solutions à cette problématique de jeunesse, parce que l'intégration à la fonction publique ne peut pas prendre tout le monde. L'espace Tchad Innovation est accessible aux jeunes créateurs de valeur ajoutée. Vulgariser les mains nationaux n'est plus un secret pour la promotrice. Quand je suis rentrée au Tchad en 2012, tout de suite j'ai commencé à travailler dans une compagnie étrangère et j'ai eu beaucoup de gens qui ont eu à me demander, qui sont là au Tchad depuis certaines années, n'ont jamais été invités dans une famille tchadienne, donc ils n'ont pas goûté à la nourriture tchadienne. Donc si on est jeune, si on met tout ce qu'on a pour entreprendre, on a besoin de certains points en commençant. Je ne vais pas oublier aussi l'accès au capital. Donc le conseil que je donne, c'est qu'il faut être prêt. C'est pas facile, mais après, il faut persévérer. L'entrepreneuriat est la solution adéquate pour remédier au problème du chômage de jeunes. Après le résultat du PND de 2017-2021, on s'est rendu compte, ce qui est sorti, c'est que c'est le secteur privé qu'il faut promouvoir. Et pour promouvoir le secteur privé, il faut passer par l'entrepreneuriat. Et c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, nous nous sommes dit, il faut vraiment encourager les jeunes à entreprendre, il faut les inspirer, trouver d'autres jeunes qui ont entrepris et qui sont en train de réussir déjà pour montrer aux autres que c'est certes difficile, mais c'est possible en fait. Espace Wenak Labs, start-up spécialisée en technologie, offre différents services. Ici, le niveau de la technologie n'est pas loin des start-up européennes. Des jeunes qui fabriquent des robots de tout genre. Une jeune dame excelle dans la fabrication de produits à impression 3D. Par exemple, celle-ci, je vais la chauffer à 210 degrés et celle-là à 60 degrés. En moins de 20 minutes, l'on est parti de la conception à la matérialisation des porte-clés, des tables et bien d'autres accessoires. La magie de la technologie n'est plus un secret pour cette jeune dame. Entreprendre au féminin n'est pas un secret pour le trio Patricia, Amzina et Maïmouna. Toutes ont leur domaine de compétences. Il faut toujours croire en ce qu'on est en train de faire, avoir beaucoup de courage et avoir une confiance sincère en soi-même. Se dire que ce n'est pas encore perdu et que c'est encore possible. Entreprendre, ça veut dire chercher l'idée que tu en as et il faut trouver cette idée. On essaie toujours d'encourager en fait les jeunes filles à entreprendre. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu te dis il faut que j'étudie pour après avoir occupé un poste quelconque ou bien je sais pas trop être intégré, une façon de réussir dans la vie. Et ici à Wenak Labs, on essaie toujours de motiver la jeunesse en fait, plus particulièrement la jeunesse féminine, à entreprendre vu qu'on n'est pas nombreux sur le marché.
À l'image des grands réseaux sociaux de l'Occident, Wenak Labs est un cadre idéal d'expression professionnelle. Les barrières sont transformées en opportunités. Entreprendre exige de la dextérité et surtout le respect des codes d'éthique professionnelle. Les perspectives de Wenak Labs d'ici les prochaines années, c'est d'avoir en tout cas un peu plus d'impact ici dans la zone de N'Djamena, mais aussi dans d'autres zones rurales, pas rurales, mais en tout cas en dehors de N'Djamena, couvrir en tout cas un maximum d'autres villes, mais aussi permettre à nos entrepreneurs de faire des levées de fonds. Au regard de ces investissements, la jeunesse est résolument engagée à relever le défi de l'entrepreneuriat au Tchad. Cependant, il revient aux plus hautes autorités d'accompagner les innovations de la jeunesse dans toutes ses composantes par des moyens financiers et des mécanismes de promotion des valeurs morales et innovantes afin de traduire dans la réalité le discours du président Idriss Déby Itno, je cite, « Je rêve d'une jeunesse qui ose et qui a de l'audace ». Le Tchad célèbre ce 7 février la journée nationale de personnes handicapées placée sous le thème enjeux et défis de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de personnes handicapées par le gouvernement de la 4e République. Un handicap qui n'empêche pourtant pas certains de se prendre en charge en travaillant. Notre reporter Kamla Abiba est allé à la rencontre de quelques-uns. Son reportage. En ce jour où le Tchad commémore la journée nationale des personnes handicapées, il est important de marquer un temps d'arrêt pour se pencher sur le cas de ces citoyens à part entière, connus par certains comme des hommes et femmes vulnérables, puisque diminués physiquement, cette assertion ne reflète souvent pas la réalité. Nombre d'entre eux, malgré leur handicap, se battent au quotidien pour assurer leur avenir. Issa en fait partie. Chaque matin, il enfourche son tricycle pour affronter la journée. Comme d'autres handicapés, David, appelé chaleureusement capitaine, a opté, lui, pour la menuiserie. Mais ma vie professionnelle dans mon épicerie, là, même le buffet, là, le lit et l'autre, le penderie, là aussi. Tant mieux, parce qu'on est obligé de supporter le coût de la vie avec. Babal, handicapé moteur, a pu surmonter les obstacles pour créer sa propre entreprise. Sa spécialité, la mécanique orientée vers la réparation des motocyclettes et mototricycles. Cependant, face aux difficultés dont il est confronté, il lance un appel à l'endroit des autorités afin de l'aider à mieux asseoir son entreprise. Cette journée nous permet d'axer notre réflexion sur le rôle que peuvent jouer les personnes vivant avec un handicap au sein de notre société, d'où la nécessité de bannir toute forme de discrimination envers elles au vu de leur apport dans la vie socio-professionnelle et économique du pays. Ramadan Erdoubou, gouverneur de la province du Ouaddaï, installé ce matin à Béché, le délégué du pétrole de mine et de l'énergie du centre-est. Le point avec Mohamed Al-Bakir Idriss. Nommé par le décret 1834 du 9 novembre 2019, le délégué du centre-est, Hassan Sakhayar, ingénieur pétrolier, option raffinage du pétrole à l'Institut universitaire du pétrole de Homs en Syrie, a occupé plusieurs postes de responsabilité au ministère du pétrole et de l'énergie. Le délégué des finances et du budget de la province du Ouaddaï, Hassan Sidi Youssouf, qui assurait l'intérim, a souligné que le Ouaddaï regorge une énorme potentialité en matière de mines qui permettent de faire des recettes pour le trésor public. Le gouverneur du Ouaddaï a rappelé à ces derniers le rôle qu'il doit jouer. Vous êtes appelés à coordonner, animer et suivre les activités du ministère dans les unités administratives, élaborer le plan d'action stratégique et court terme des provinces en tenant compte de la planification des programmations nationales. Le nouveau délégué trouve que l'installation de cette délégation dans le Ouaddaï marque une étape importante dans la mise en œuvre du développement du secteur pétrolier dans le centre et l'est du pays. Pour accomplir cette mission, je sollicite l'appui nécessaire des autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles, et particulièrement
le gouverneur de la province du Ouaddaï. Le nouveau délégué Hassan Sakhayar trouve que cette dynamique s'inscrit parfaitement dans les stratégies du plan national de développement du Tchad prôné par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Dans la sous-préfecture de Jodogassa, département de la Kabia, une centaine de militants de l'opposition a gagné les rangs du MPS. Falam Bissoulkan. C'était en présence du secrétaire général du département. Du village Tagal, en passant par la sous-préfecture de Jodogassa et le village Nguété, les habitants de ces différents villages quittent leur parti d'origine, notamment l'UNDR, URD, RNDT Le Réveil, Capsur ou encore PDS. Gagnent le mouvement patriotique du salut. Les différents orateurs saluent à sa juste valeur le choix opéré par ces derniers à militer désormais dans le mouvement patriotique du salut. Le porte-parole de l'allié, leur adhésion massive au mouvement patriotique du salut est la résultante de l'indifférence et surtout du manque d'objectivité de ces partis. Iba Gawa maintenant a saisi cette perche pour féliciter ses nouveaux camarades qui ont accepté de rejoindre le mouvement patriotique du salut et les appelle à sensibiliser les autres à suivre leur pas. Vous avez rejoint le parti, le travail n'est pas fini. Dites à ceux qui sont derrière vous que voilà, nous avons laissé nos anciens partis respectifs. Il faut maintenant militer au MPS. Très ravi de ce ralliement, docteur Alari Dikone rassure les uns et les autres qu'ils ne seront pas déçus au mouvement patriotique du salut. C'est le MPS qui nous fait beaucoup de choses. Quelqu'un a un puits, il doit te donner à boire. Mais tu laisses le puits pour aller à la jarre. Mais le MPS, c'est le puits qui tire sa source au niveau de la nappe phréatique. Et c'est comme ça qu'on va développer le Tchad. Le chef de mission, Dr Alari Dikone, invite toute la population de la sous-préfecture de Jodogassa en âge de voter à se faire recenser le moment venu. Restons toujours en politique. Le Parti socialiste africain, Parti démocratique, élargit ses organes de base. Le bureau provincial du Moyen-Chéri a été installé par le président national du parti, Ousmane Moussagna. Le point avec Lorangé, Valérie Jimmy. C'était en présence du secrétaire général du département de Barko, Madi Nayelta, du secrétaire général adjoint du MPS Natenga Roger et de bien d'autres invités. Le président du comité d'organisation de cette cérémonie, Hissène Abdoulaye, s'est dit fier de l'implantation de ce parti dans le Moyen-Chari. Le président national du parti Mouvement Socialiste Africain, Ousmane Moussagna, a fait savoir que l'arrivée de son parti pour la première fois au Moyen-Chari est une occasion de jeter les bases de développement dans la province. Notre présence dans la province du Moyen-Chari n'est pas fortuite. Elle vient renforcer les acquis démocratiques qui sont une réalité dans notre pays. La meilleure vue des Tchadiens nous préoccupe tous et guide nos réflexions dans l'union la plus parfaite. La visite du siège du parti a mis un terme à cette cérémonie. Et puis le parti réformiste a fait à travers son président national un point de presse à Béché dans la province du Ouaddaï, un point de presse pour annoncer sa rentrée politique. Djidou Mohamed Barka. Au cours de ces points de presse, le président national du parti réformiste, Yassine Abdraman Sakin, a tout d'abord expliqué le choix porté sur la ville d'Abéchi pour organiser la rentrée politique 2020 de son parti. Cela explique par sa grandeur et aussi une ville qui ne regarde pas l'autre comme un adversaire ou comme un ennemi. Cependant, il a parlé des objectifs du parti réformiste qui sont le rassemblement de tous les Tchadiens dans leur riche diversité sans distinction d'origine, de sexe, ni des religions afin de bâtir une nation moderne, libre et démocratique. Parlant de la paix, le président du parti réformiste a déploré les incidents malheureux qu'a connu la province. Il a invité les différentes communautés de privilégier le dialogue afin de vivre ensemble. S'adressant à la jeunesse, cadre de demain, Yassine Abdraman l'a invité à redoubler d'efforts pour relever les défis de l'ère et de rejeter toute forme de violence, de haine, de tribalisme et de discrimination. Yassine Abdraman Sakin a enfin parlé de la préservation de l'unité nationale.
À Ati, dans la province du Bata, le secrétaire général Salih Tidjani a visité les locaux de la station provinciale de l'Onama, une visite pour s'imprégner des conditions de travail de agents. Mamata Etiprinarouro. Accueilli par le chef des stations provinciales, Ngomita Justin, qui a présenté le personnel et a souligné que la visite du secrétaire général de la province témoigne de l'importance qu'accordent les autorités au travail que fait le personnel. Ça n'est suivi une visite guidée des différents services et les installations techniques, à savoir les émetteurs et les groupes électrogènes. Le chef des stations a relevé que la direction générale de l'ONAMA a prévu des investissements à la station d'Ati au titre du budget 2020, notamment la construction d'un studio, la clôture de la cour et la réfection des bâtiments pour décongestionner les services et loger certains responsables. Le secrétaire général de la province du Bata, Salih Tidjani, a vivement félicité le personnel de la station d'Ati pour le travail qu'ils abattent quotidiennement, permettant la visibilité des actions dans la province. Avant de quitter la station, le secrétaire général de la province du Bata, Salih Tidjani, et sa suite ont passé en revue les bâtiments qui vont être réfectionnés cette année pour le personnel. La Fondation Grand Cœur a lancé ce matin une formation axée sur les activités génératrices de revenus en faveur de femmes du département de la Galerie. En dehors de la caravane ophtalmologique, la Fondation Grand Cœur forme les femmes membres des organisations féminines des différents départements sur les activités génératrices de revenus. À travers cette formation, la vision est tournée vers l'autonomisation de la femme, souci cardinal de la première dame Indadibi Itno. Le lancement des activités est marqué par la présence du gouverneur de la province du Mayo-Kibi Ouest, Adoum Forte Amadou. Le chef de mission, Issa Mahamad Madi, dévoile à l'assistance la vision de la première dame à travers ses assises. Cette initiative de la Fondation Grand Cœur accompagne la politique du président de la République, chef de l'État, et celle de son gouvernement, qui fait l'autonomisation de la femme rurale son credo. Avis partagé par le gouverneur de la province du Mayo-Kibi Ouest, Adoum Forte Amadou, qui invite les participantes à saisir cette opportunité offerte par la première dame. La première dame est soucieuse de vos conditions de vie. Elle est toujours avec vous. Elle vous appuie. Donc, il faut saisir cette occasion pour que les formations qui vous seront données ne soient pas jetées dans l'eau. Après le lancement de cette session de formation, le gouverneur de la province du Mayo-Kibi Ouest, accompagné de sa délégation, s'est rendu à l'hôpital du district sanitaire de Léré, dans la cour de cet établissement sanitaire. En passant par le bloc opératoire, Adoum Forte Amadou a pris son temps pour échanger avec l'équipe médicale. C'est un sentiment de satisfaction quand on voit plus de 200 personnes, non seulement des Tchadiens, mais il faut le dire, il y a une bonne centaine de Camerounais qui sont arrivés de la frontière et qui sont fait opérer. C'est pour dire que la Fondation Grand Cœur, ce n'est pas le Tchad, mais son envergure est devenue pratiquement régionale. C'est quelque chose à saluer. La visite du gouverneur galvanise une fois de plus l'équipe de la Fondation Grand Cœur, conduite par son chef Issa Mahamad Madi. Les habitants de villages voisins dans la sous-préfecture de Moïto, dans le Adjar-Lamis, ont décidé d'enterrer la hache des cœurs. Ceci suite à un conflit lié à l'accès à l'eau ayant causé de dégâts. La cérémonie a vu la présence du préfet du département de Ngoura, Dame que je vais détenir. Par cet acte, les populations des villages Djouana et Djoudoula dans la sous-préfecture de Moïto décident irréversiblement de faire la paix. Cette réconciliation met fin à un conflit d'accès à l'eau potable qui a opposé les habitants de ces deux localités. Les chefs traditionnels et les autorités religieuses ont à cette occasion prodigué des conseils sur l'importance de la cohabitation pacifique et le pardon. Les valeurs que les populations doivent, selon eux, perpétuer pour le développement de leurs localités respectives. Le sous-préfet de Moïto, Nassour Ouaigo, appelle quant à lui au respect strict des termes de cette convention qui tient lieu de loi. Pour le préfet du département d'Ngoura, Guété Salasougui, le programme actuel du président de la République Idriss Déby Itno est focalisé sur le développement rural. Pour cela, la cohabitation pacifique doit être de mise pour faciliter l'implémentation du dit programme. L'État veut que la population reste en paix. Il ne veut pas de désordre. À partir de cet instant, je vous appelle à l'ordre public. Pour une cohabitation pacifique
que de vivre ensemble. Gueti Salah Sougui salue également les actions des forces de l'ordre et de sécurité qui ont concouru à la stabilisation et à la maîtrise de ces conflits. Revenons ici à N'Djamena. Offrir un environnement sain à la population, c'est dans cette optique que les jeunes de la commune du 6e arrondissement ont lancé l'opération d'assainissement pour la lutte contre le paludisme. La cérémonie a vu la présence du maire de la ville de N'Djamena, Salih Abdelaziz Daman. Kayam Benkeli. Un nouveau départ pour l'assainissement du quartier Moursal. C'est à travers le lancement de l'opération de salubrité dénommée Moursal Zéro Moustique, dont l'objectif vise à assainir davantage ce quartier afin de lutter contre les maladies. Moursal Zéro Moustique ici, c'est un idéal. C'est l'essentiel de voir les choses avec le cœur. Ici, nous essayons d'assainir. L'idée cachée derrière le slogan Moursal Zéro Moustique ici, c'est d'assainir d'abord le quartier. Pour encourager ce genre d'initiative, les autorités communales, notamment le maire de la ville de N'Djamena, Salih Abdelaziz Daman, et celle du 6e arrondissement, Mamissou Malé, sont venus prêter main forte à ces jeunes. Les jeunes ont déjà compris l'importance de l'assainissement. C'est déjà une très bonne chose. C'est un message très fort. Si les jeunes même se mettent en association pour assainir leur carré, et moi je suis là pour les accompagner. Selon Salih Abdelaziz Daman, l'assainissement n'est pas seulement l'affaire de la mairie. Alors, chacun doit s'organiser à sa manière pour rendre son entourage salubre. L'association Action de Jeunes pour la paix, la parité et la cohabitation pacifique a investi le lycée féminin bilingue d'Amdeguebe dans la commune du 5e arrondissement. L'objectif est de sensibiliser les élèves sur la cohabitation pacifique. La question de paix, de la cohabitation pacifique doit être un comportement dans la vie sociale. Pour inculquer cette idéologie, l'Action de Jeunes pour la paix et la cohabitation pacifique échange avec les élèves du lycée et collège féminin bilingue, futurs maires, cadres de la nation. Vous êtes sans ignorer que Madame, la première dame, Hinda Debi Itno, a vraiment accordé beaucoup d'importance aux femmes, aux filles. Nous la remercions infiniment pour toutes ces œuvres qu'elle est en train de faire. Au lycée et collège féminin bilingue, les élèves se cohabitent malgré leur diversité ethnique et linguistique. Comme vous le savez bien, la lutte pour l'émergence du Tchad ne peut être efficace qu'avec des femmes unies comme vous, courageuses, solidaires, tolérantes et bien déterminées à réussir. Mettons-nous tous et toutes debout comme un seul homme pour transcender le clivage nord-sud, musulmans, chrétiens, francophones, arabophones. L'Action de Jeunes pour la paix et la cohabitation pacifique entend vulgariser cette campagne pour sensibiliser les élèves à rester soudés pour une paix durable au Tchad. L'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, Bertrand Souré, s'est rendu au Conseil supérieur des affaires islamiques. Une visite qui a permis à Bertrand Souré d'échanger avec le président du Conseil supérieur des affaires islamiques sur plusieurs sujets. Gondoulaye Gorona. Renforcer le lien de coopération entre l'Union européenne et le Conseil supérieur des affaires islamiques. Tel est le mobile de la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, Bertrand Souré. Le diplomate européen a été accueilli par Cheikh Mohamed Khater Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé sur des sujets importants pour la bonne collaboration entre les deux institutions. Le développement économique et en ce qui concerne le Conseil islamique sur une meilleure compréhension, un meilleur enseignement de la religion et un meilleur fonctionnement entre les différentes communautés. Donc c'est essentiellement de ça dont nous avons parlé pour lancer entre nous maintenant, à partir de maintenant, une étude sur comment concrètement nous pouvons effectivement appuyer les différentes initiatives du Conseil et comment les actions de l'Union européenne peuvent contribuer à une meilleure compréhension mutuelle et une meilleure donc osmose et travail entre nous. Et ça reposera sur un document que nous allons sur lequel nous allons commencer à travailler. Bertrand Souré d'ajouter que les relations qui existent entre le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et son institution sont au beau fixe et seront maintenues davantage. Le complexe Cheikh Ahmad Tidjani Al-Kanemi pour la mémorisation du Saint-Coran et des sciences islamiques se distingue de ses pairs à la sortie de la première promotion des élèves ayant mémorisé le Saint-Coran. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khatrissa, a pris part à la cérémonie de remise de diplôme. Ali Ibrahim Suleiman.
La date de Djimadi Altani, 12e jour, l'an 1441 de l'Hégire, 4 jeunes garçons, dont l'âge avoisine la vingtaine, reçoivent leur diplôme attestant la mémorisation du Saint-Coran. Youssouf Issa Abakar, Mohamed Youssouf Abba Maloum, Abakar Issa Abakar et Maloum Omar Chari en sont les lauréats. Nantis de leur diplôme, cachetés en rouge de la connaissance élargie des sciences islamiques et les principes fondamentaux de l'éducation des bases de l'islam, ces lauréats transmettront à leur tour les connaissances acquises aux élèves du complexe. Désormais, ils sont éducateurs du complexe Cheikh Ahmad Al-Tidjani Al-Kanemi pour la mémorisation du Saint-Coran et des sciences islamiques opérationnelles depuis 2008. Mohamed Al-Nimeri Ibrahim, président du comité d'organisation, rappelle aux fidèles musulmans réunis pour la circonstance que le Coran est la parole d'Allah et comme tel, sa récitation constitue la meilleure chose que la langue puisse prononcer. Les prédicateurs qui se sont succédés appellent les parents à orienter leurs enfants vers les sciences islamiques. Chérif Omar Chari, responsable du complexe, rappelle que le prophète Mohammed, dans l'exégèse du noble Coran, affirme, je cite, « Celui qui récite le Coran en l'ayant appris par cœur est avec les anges nobles et obéissants, et celui qui le récite en cherchant à l'apprendre alors que cela lui est pénible, aura une double récompense. » Fin de citation. عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة بها يبقى ليذكر. L'épidémie du coronavirus, le sujet au centre d'un point de presse fait ce matin par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques. À travers son message, le président du Conseil invite les Tchadiens, plus particulièrement la communauté musulmane, d'intensifier les prières et les invocations afin que Dieu épargne ce mal. Le président du Conseil, dans des propos traduits ici par le vice-président du Conseil, Cheikh Abdallah Ousmane. Que vous avez entendu dernièrement dans les semaines passées, la maladie qui s'apparut dans la République populaire de la Chine, qui est appelée virus corona, qui a fait des ravages que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala à travers nos implorations, notre récitation du Saint-Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne notre pays de ces maladies. Et nous appelons tous les citoyens tchadiens, et particulièrement la communauté musulmane, de faire de l'aumône aux pauvres, et aussi implorer Allah subhanahu wa ta'ala après toute prière, que quand j'appelle prière, c'est-à-dire après les 5 prières journaliers, il faut implorer Allah. À travers les implorations Hasbunallah wa ni'mal wakil ou Ya Kafi, Ya Kafi, Ya Kafi. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la paix, la sécurité et la stabilité. Amin. Le président de la dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur, Moussa Mohamed Madi, a fait un point de presse ce matin. Moussa Mohamed Madi s'est exprimé sur un certain nombre de questions d'actualité. Suivez. La dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur, DCPDC, après une mûre réflexion, décide d'opérer un choix cartésien qui est celui d'encourager le gouvernement du Tchad pour avoir usé de sa souveraineté afin de priver les brasseries du Tchad de bénéficier d'exonérations fiscales, mais également de décourager la consommation d'alcool qui malheureusement a des conséquences fâcheuses sur l'organisme humain. Par ailleurs, la DCPDC convie le gouvernement du Tchad d'ouvrir ces secteurs à la concurrence pouvant rationnellement être bénéfique aux consommateurs. Il vous souviendra qu'il y avait de cela moins d'une semaine, plus précisément le samedi 1er
février 2020, la police nationale a procédé au démantèlement des réseaux mafieux de fabrication de sucre toxique contrefait de marque Bravo et ZPF. La dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur tient à féliciter nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour le travail bien abattu en tant que républicains et les encourage de détecter davantage le réseau mafieux qui opère encore sous l'ombre. La dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur lance un vibrant appel à tous les consommateurs de ne pas acheter ces sucres toxiques contrefaits fabriqués à base de produits chimiques nuisibles pour la santé des marques Bravo et ZPF sur l'étendue du territoire national. Dans le Moyen-Chari, le MPS a remis des équipements sportifs aux différents clubs de football de la ville de Sarr. Suivant le reportage. Après avoir expliqué la vision du mouvement patriotique du salut, Mamad Boka Ramadan a touché du doigt quelques réalisations du dit parti au profit de la jeunesse, tels que le Fonds national d'appui à la jeunesse FONAGE, le Fonds national d'appui à la promotion de l'emploi et l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE, qui contribue directement à l'épanouissement de la jeunesse tchadienne en général et celle du Moyen-Chari en particulier par des différentes formations professionnelles des jeunes sur les petits métiers afin de s'auto-employer. Pour lui, ce geste de remise de quelques équipements sportifs aux différentes formations sportives par le MPS est pour encourager les jeunes du Moyen-Chari à s'intéresser à toutes les disciplines sportives afin de redonner l'image d'antan du Moyen-Chari qui brillait sur le plan national et international. Nous nous soucions de votre avenir. Une des activités phares qui brasse la jeunesse et qui contribue énormément à l'unité nationale, c'est notamment le sport. En plus de nos anciennes actions, nous voudrions spécifiquement appuyer cette activité qui contribue énormément à l'unité nationale. Mamad Boka Ramadan a remercié la camarade militante Antoinette Taguibissi qui a entrepris des démarches afin d'obtenir ces équipements pour les jeunes du Moyen-Chari. Geste qui encourage les bénéficiaires à faire plus pour que le Moyen-Chari retrouve sa lettre de noblesse. Notons que c'est un don composé de jeux de maillots, de ballons et autres matériels remis aux différentes formations sportives des 6 arrondissements municipaux de Sarr, du canton Banda, Balimba, Djoli et Kokaga. Au bas de ce journal, cette page noire décédée le 1er février dernier, les obsèques de feu Sogelny Boniface se sont déroulées ce matin. L'homme a servi son pays, politicien, le regretté fut militant actif du MPS. Quelques membres du bureau politique national sont allés lui rendre un dernier hommage. Abdul Kewoul. Aux obsèques de l'ancien ministre, feu Sogelny Boniface, parents, amis, collègues sont dans la consternation suite à la disparition du regretté. Cette nouvelle a ému son entourage et ses compagnons dans plusieurs domaines, surtout ceux du mouvement patriotique du salut, MPS. C'est pourquoi une délégation conduite par Madidjan Padjarut, secrétaire général adjointe de ce parti, est venue compatir avec la famille et pleurer. Au nom du président fondateur du mouvement patriotique du salut, au nom du secrétariat général du mouvement patriotique du salut, au nom des membres du bureau politique national et au nom de tous les militantes et militants du mouvement patriotique du salut, nous sommes là pour compatir avec la famille endeuillée. Quand le camarade commençait par souffrir de ces maladies, on a partagé beaucoup de ces moments de souffrance. Nous sommes très profondément touchés. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Le passage de Sogelny Boniface au MPS est empreint des actions positives. Madidjan Padjarut se remémore encore de ses œuvres. C'est un militant
dévoué, déterminé pour les actions du parti. C'est aussi un commis de l'État pour tous les services qu'il a rendus à la nation tchadienne. Mort à 56 ans, Feu Sogolny Boniface fut un grand commis de l'État, plusieurs fois ministre, gouverneur et directeur des cabinets civils adjoints à la présidence de la République. Au sein du parti MPS, l'homme a été un militant des premières heures. Dans sa formation politique, il fut membre du Conseil national du salut, CNS, en 2005. Boniface est désigné 3 fois membre du bureau politique national, BPN. Le corps de Sogolny Boniface sera conduit à Laramanaï, dans le département des Monts de l'Âme, où il reposera à jamais. Ainsi donc, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.